suis ravi d'être avec vous. Alors en plus, moi j'ai une chance extraordinaire, donc j'ai 10 minutes d'abord. Et par ailleurs, quand Lila et Vincent m'ont dit tu interviens, ils m'ont dit vu que c'est ta troisième fois, tu as le droit de choisir le sujet pour lequel tu interviens. Et merci. Et donc et j'ai choisi le sujet de la résilience. Voilà, on peut y aller. Voilà, c'est moi apparemment qui bouge. La résilience territoriale. Je vais faire un retour rapide sur la crise du Covid, évidemment, parce que ça nous a marqué, nous, organisations locales, dans le cadre de nos politiques, dans le cadre de notre gouvernance territoriale, dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec les différents partenaires que vous êtes, qu'ils soient privés, publics, institutionnels. On a dû retravailler, réinventer nos modes d'organisation, parce qu'on a été perturbés, on a réinterrogé nos modes de fonctionnement qui ont été réellement, je dirais, parfois mis en difficulté. Je vais aller très vite. D'abord, la résilience, c'est un peu notre capacité à tous de pouvoir répondre aux défis de demain avec les différents paramètres, les différents sujets que nous détenons dans nos territoires, notamment dans le cadre de nos compétences. Les compétences autour de la question sociale, les compétences autour du développement économique, les compétences autour de la question notamment environnementale qui transcendent les deux dernières. Et donc, effectivement, il a fallu prendre ces différents sujets et au regard de nos talents, de notre capacité à faire, de nous réinventer, on a dû construire de nouvelles stratégies. D'abord, en se reposant la question des manières de répondre aux enjeux fondamentaux. Évidemment, vous avez la pyramide de Maslow, les besoins essentiels. Je crois que je ne vais pas paraphraser le président de la République qui disait à la veille du confinement, il va falloir revenir à l'essentiel. Et effectivement, nous, dans les territoires, on est revenu à l'essentiel. C'est-à-dire de quelle manière on devenait indépendant sur les sujets de l'alimentation, ça a été évoqué précédemment, les sujets de l'énergie, les sujets autour de l'éducation, la manière de travailler, les mobilités. Et ça a été des vrais sujets qui nous ont préoccupés pendant ce confinement en restant connectés à l'ensemble de nos partenaires pour continuer à travailler. Ça a été d'abord aussi la manière de travailler en proximité, la question des circuits courts qui nous ont obligés parfois à travailler avec des producteurs, notamment des agriculteurs, ce qu'on ne savait pas forcément faire tout le temps, avec une particularité sur la métropole européenne de Lille, c'est que nous sommes la métropole la plus rurale de France, puisque nous sommes agricoles à près de 50%. Troisième chose, c'est ne laisser évidemment personne au bord de la route. Et ça, c'était un enjeu très très fort pour nous. La question de la solidarité, la manière où on a travaillé avec les associations caritatives, la manière où on a évité d'avoir des invisibles qui, dans le cadre d'un confinement, auraient été encore plus gravement isolés. Et donc, ce travail de solidarité a été fondamental. Ça a demandé évidemment de la proximité. Là où, effectivement, on demandait aux gens d'être confinés, beaucoup de nos agents sont partis travailler, voir les gens, sont allés discuter avec les personnes âgées. On a souvent évidemment surpasser nos droits dans le cadre du RGPD, c'est-à-dire on a fait des listings pour suivre au quotidien des personnes qu'on risquait de ne plus voir dans notre scope. Et donc ça a été vraiment un enjeu fondamental, mais c'est aussi l'ensemble de la solidarité, ce que j'évoquais à l'instant sur la manière de se nourrir. On a travaillé sur la question des colis alimentaires, la question d'accompagner les familles qui n'étaient pas capables d'avoir du réseau informatique pour laisser les gamins avoir une scolarité relativement normale, d'avoir des matériels. Et ça a été vraiment une industrie qu'on a dû développer, qu'on connaît un peu dans les communes, dans les métropoles, dans les régions et même les villages, mais on a dû la développer. Il y a eu le sujet de la mobilité qui est un très gros sujet, vous l'avez abordé 1000 fois ici, je vais essayer d'aller vite. Ce sujet nous a préoccupés et a été un acteur, un facteur de notre réorganisation. C'est-à-dire que alors on peut critiquer, comme dans certaines villes, on a réorganisé les modes doux pour permettre une intermodalité plus forte. Sur l'île, on a fait en sorte vraiment de redonner la place à une mobilité apaisée. Et ça a été important et ça a été un travail fort dans une ville qui est très voiture, d'y amener les mobilités douces. Et ça, je vous invite à venir voir à Lille, mais j'ai peu de temps, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ça a été aussi réinventer nos marchés. Vous savez, l'alimentation, je suis entouré ici d'amis qui connaissent bien ces sujets, notamment Aziza,
qui a beaucoup travaillé sur le sujet, ou bien Razia Madi. Notre question de l'alimentation, la manière où les marchés de plein air nous ont permis d'être résilients a été assez fondamentale. Et donc on a vraiment accompagné cette filière, on a mis un peu de numérique, j'y reviendrai pas, mais en permettant de connaître le besoin précis dans les marchés en utilisant les récurrences informatiques. Et donc on a accompagné l'approvisionnement des agriculteurs vers ces marchés. Et donc on a pu résister dans ce moment très important. Une nouvelle forme de travail, bien évidemment. Alors, une nouvelle forme de travail, pour nous, c'est évidemment le télétravail. On le connaît, certains le connaissent encore. Il y a 1000 personnes qui nous écoutent à distance. Mais c'est aussi, dans le travail, la nouvelle organisation, c'est aussi la nouvelle manière dont on vit sa vie de famille, sa vie privée. Et donc, ça demande des nouvelles formes d'organisation. Nous, notre position a été simple, c'est de se dire, on travaille plus avec nos tiers-lieux, nos espaces de coworking. Dans la métropole européenne de Lille, on a 150 espaces de coworking tiers-lieux. Et donc, on les a mis en synergie. On a permis d'avoir une capacité à pouvoir se réserver une place sur une plateforme mutualisée sur l'ensemble des tiers-lieux. Et vraiment, là, même en sortir du Covid, on voit bien que ça continue et que les gens ont besoin, d'une certaine manière, de ne pas forcément être chez eux, mais de ne pas forcément entrer dans le cœur de ville pour venir travailler. Et c'est toute une nouvelle organisation de la vie privée qui s'est opérée avec ce Covid. Après, effectivement, comment on s'organise demain ? Donc, pour nous, l'enjeu, c'est que toutes les crises ne sont pas encore arrivées. Et donc, on doit s'y préparer. On a été relativement peu préparé à celle du Covid. Évidemment, on pourrait faire un retour en arrière. Qui pouvait s'attendre à ça ? Donc, l'enjeu pour nous, dans la résilience, c'est d'anticiper. L'anticipation, elle passe d'abord par la mutualisation, évidemment, de toutes les énergies du territoire, quelle que soit la collectivité, quelle que soit sa nature d'intervention sur le territoire, associatif, politique, citoyen. Il nous faut accompagner des nouvelles gouvernances sur le territoire qui permettent de mettre en commun nos énergies pour répondre à ces enjeux. Ça permettra d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Et ça, c'est un travail qu'on fait dans ce qu'on appelle à Lille le collectif public-privé-population, qui nous permet vraiment de discuter, de construire des communs ensemble et faire en sorte que, d'une certaine manière, ce qui nous unit, c'est-à-dire le développement local, puisse être accéléré par ces nouvelles coalitions. Le deuxième élément, c'est évidemment la capitalisation, diffuser les bonnes pratiques. Évidemment, à chaque fois, en France, on refait les mêmes études pour comprendre les mêmes choses. Donc, le sujet pour nous, c'est de construire vraiment une stratégie de diffusion et de capitalisation. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec l'agence d'urbanisme chez nous, qui fait un gros travail en la matière. Et j'espère que l'Agence nationale de cohésion du territoire pourra aussi être un facteur d'accélération de ces diffusions de bonnes pratiques. Troisième élément, c'est la question du principe de subsidiarité. Aujourd'hui, sur des sujets d'alimentation, d'énergie, de numérique, de travail, on ne peut plus forcément avoir la même collectivité, le même acteur public, parapublic, qui soit chef de file en la matière. À notre sens, cette crise nous a enseigné que le bassin de vie devait être le meilleur site d'action pour pouvoir répondre à ces défis et à ces enjeux. Et donc j'aime bien cette image, même si effectivement je ne suis pas forcément d'accord avec ceux qui l'ont fait, mais la question du millefeuille territorial parfois n'est pas assez agile pour pouvoir répondre et être résilient. Dernier élément, c'est la question de la gouvernance de la ville pour nous qui est un enjeu de demain. Évidemment, alors on parle de la CRACI, de nouvelles formes de gouvernance partagée, néanmoins c'est fondamental. C'est fondamental, ce qu'on va appeler certains le lâcher-prise des acteurs publics, des politiques. On voit bien aujourd'hui que les citoyens, et on le voit sur la question environnementale notamment, ont envie de reprendre un peu la main. Et je crois que dans un monde qui paraît se dépolitiser ou qui se détourne du monde politique, on voit bien quand même qu'il y a une envie de s'engager, d'agir pour l'intérêt collectif. Et ça demande aussi, dans la manière de construire des stratégies territoriales, d'organiser des nouvelles gouvernances. Des gouvernances sur les communs, je l'évoquais précédemment, des gouvernances sur des éléments de la vie quotidienne. Je pense au zéro déchet. Pourquoi ne pas laisser des opérateurs plutôt associatifs organiser la question du zéro déchet chez nous, ce qu'on est en train de faire sur la métropole, en permettant à une association d'avoir une action opposable
parfois même à notre délégataire. Et donc, je ne sais pas s'il est là, mais je pense qu'il est là. Mais ça, c'est pour nous fondamental. Et on avance petit à petit à pouvoir co-construire, à co-responsabiliser notre territoire, parce que l'objectif, c'est d'être ensemble, on est plus fort. Deuxième élément, évidemment, je ne vais pas y revenir, parce que vous l'avez dit 1000 fois ce matin, vous le redirez cet après-midi, mais la question environnementale qui transcende toutes les stratégies aujourd'hui, parce que c'est un défi qui nous oblige, dans le cadre de la soutenabilité. Toutes nos politiques aujourd'hui passent, notamment, comme on le fait tous dans les territoires, avec nos pactes climat, nos PCAET, comme on le dit chez nous, et donc c'est fondamental. Néanmoins, on voit bien que la crise du Covid nous a amené à nous poser la question du bien-être évidemment dans le cadre sanitaire, mais aussi environnemental. Et donc, toutes ces politiques-là, je ne vais pas y revenir, vous l'avez évoqué, sont aujourd'hui inscrites dans le marbre pour nous de manière pérenne. L'autre élément, j'aime bien cette photo, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une mixité. Et en réalité, un des enjeux fondamentaux de la ville, c'est la question de la mixité fonctionnelle, sociale. La mixité est absolument fondamentale. On ne peut pas construire des villes ou des territoires si on crée des ghettos, on fait en sorte de ne pas pouvoir mélanger les populations. Parce que si on était cynique, on comprendrait très vite que de toute manière, c'est un effet boomerang. Socialement, c'est un effet boomerang. Je ne vous renvoie pas à l'ensemble des phénomènes qui ont lieu sociaux qui ont eu en France au travers notamment des Gilets jaunes. La question de la mixité sociale est absolument fondamentale. Et on doit co-construire les territoires de demain en pensant mixité sociale et fonctionnelle, bien évidemment, parce qu'avoir un outil de travail, un outil de production à proximité, les services publics, la manière dont on construit la ville doit être absolument mixte. Et donc, c'est pour nous aujourd'hui fondamental. Évidemment, la révélation, c'est l'intérêt général. Je l'ai dit plusieurs fois, il me reste 2 minutes. Non, j'ai passé mon temps. Oui, ça déborde de 2 minutes. Ah oui, j'ai débordé. Donc, je me dépêche rapidement, parce que je termine là-dessus. L'intérêt général. Vraiment, je pense qu'on est en train de construire une pensée de l'intérêt général. J'y reviens pas, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais quand même, et là il y a des élus dans la salle, on peut se dire quand même que cette question de tous anti-Covid doit nous obliger à nous poser la question d'un nouveau contrat social. Comment, dans une société qui se bat contre un phénomène aussi lourd qu'une crise sanitaire, on puisse avoir une partie de la population qui ne comprenne pas que l'intérêt des autres commence où son propre intérêt s'arrête. Et donc, le travail qui doit être le nôtre dans la construction des territoires, c'est aussi ça. C'est aussi qu'on puisse co-construire ensemble. Et voilà, et je termine sur un sujet qui est l'éducation. Évidemment, on ne réussira pas sans l'éducation. C'est pour ça que nous développons les écoles de l'environnement, les écoles de la citoyenneté sur l'île, sur la métropole. Et une chose, c'est un ami là qui évidemment ne peut pas être avec nous, je termine là-dessus, qui se bat chaque jour en Amérique du Nord pour préserver les terres Apaches, Wenceslaw Nosy Senior. Et quand il vient en France, notamment à Lille, puisqu'il nous aide beaucoup sur ces sujets de pouvoir concilier le territoire au développement, il nous dit souvent, mais tout ça, pourquoi faire? Et en résumé, tout ce qu'on fait ensemble, tout ce qu'on va produire ensemble, construire ensemble pour demain, il faut toujours se poser la question, mais pourquoi faire? Merci.